Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième saison de Ski Chrono Débrief, largement consacrée à l'actualité du cirque blanc, mais nous ne nous interdirons pas d'aller voir aussi ailleurs, d'avoir un regard périphérique sur les autres disciplines de la neige dans cette année olympique. Et pour m'accompagner pour cette deuxième saison et pour ce premier débrief, Marc Garcia, ancien slalomeur de Coupe du Monde. Marc, j'imagine que vous êtes sous la neige à Megève. Oui, 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 il y a de la neige un peu partout maintenant dans toutes les stations, dans toute la Savoie, Haute-Savoie, autres, et donc même dans les Alpes du Sud. Oui, oui, pas mal de neige, ouais. Donc fin Alors, prêt. on va se tutoyer, ça sera quand même Ouais, plus simple. ce sera plus facile. Tu as pu Plus faire, facile. tu as pu faire des petites sorties ce week-end, un petit peu entre les différentes manches de la tournée nord-américaine, parce que l'avantage, c'est que c'est de nuit pour nous. Ouais, la différence, c'est qu'ici, aux stations de Savoie, ici, elles n'étaient pas ouvertes, les stations. Donc toujours en programme ski de fond. D'accord, ski de fond. Ok. Bon, c'est bon pour le cardio en tout cas. Oui, Donc, Marc, là, on va être très focus tournée nord-américaine. C'était le dernier week-end entre Lake Louise pour les dames et Beaver Creek pour les hommes. Qu'est-ce que tu retiens de ces deux week-ends, si tu avais quelques éléments à nous donner? bah, c'est effectivement le continent nord-américain avec des qualités de neige complètement différentes. Chaque année, on le dit, on le répète. Et en plus, notamment sur le côté Vel, il y avait des fortes températures, non pas négatives, mais positives. Et donc, ça joue pas mal sur la préparation des skis et la façon de skier aussi. Donc, c'est ce qui a fait que, par contre, les meilleurs sont toujours restés devant. Et on a assisté à un beau spectacle. En tout cas, j'ai vu de belles choses. Alors, on y reviendra, pas de podium français malheureusement, hein, mais quand même des choses prometteuses chez les dames comme chez les hommes. On va commencer par les dames et par le circuit international, hein, le top niveau. On a vu Goggia trois fois, un hat-trick pour l'italienne. Elle a vraiment dominé ce week-end de vitesse à l'écluse. Ouais, rien à dire. Je crois que la dernière en date qui avait fait trois fois de suite, c'est Lindsey Vonn. Ouais. Elle a été impériale, Goggia. Bravo à elle. Bravo aussi à toute l'équipe italienne parce que Goggia, elle n'était pas toute seule non plus. Il y a quand même toute l'armada derrière. En tout cas, elle est la leader incontestée de la vitesse. Super G géant, Super G, pardon, descente. Moi, elle m'a vraiment impressionné comment dirais-je, de rapidité, d'efficacité, mais en même temps de relâchement. Parce que sur ces neiges, notamment à l'écluse, qui est très froide, très sèche, c'est assez particulier à skier. Ça te prend un petit peu la quart. Il ne faut pas être trop affûté. Il ne faut pas vouloir trop s'ancrer dans la neige, tout en ayant cette agressivité. Et ce qu'elle a su très bien faire, ce qui prouve qu'aujourd'hui, elle a passé un cap, je pense, technique et psychologique. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres sur ce week-end où on voit notamment sur la première descente, hein, il y a 1,5 seconde d'avance sur l'américaine Ouais. Bridget Johnson. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Parce qu'une seconde et demie, ça fait quand même beaucoup. Les autres n'ont pas non plus fait de grosses fautes, mais là, on a l'impression qu'à chaque courbe, elle était un petit peu plus engagée, un peu plus directe sans être trop ancrée, comme tu le disais. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Il y a beaucoup de paramètres. D'abord, le paramètre, c'est la qualité de la neige et le choix des skis. Et on a vu que la société atomique, on va la citer, hein, a été assez impressionnante chez les femmes. Il y avait beaucoup de filles sur ce type sur cette marque-là. Donc, sur ces qualités de neige, il y a une prédominance. Et puis ensuite, moi, Goggia, j'ai trouvé qu'elle est arrivée justement à compenser comment ça s'appelle ça, ce relâchement. Ce relâchement et ce qui a fait sa force, sans trop être trop dur sur la neige, une belle répartition de courbes, une belle fluidité. Il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ce qu'elle a fait là, notamment quand elle a gagné avec 1,5 seconde d'avance. Je crois que les autres ont eu du mal justement à être bien sur ces neiges froides. Or qu'elle, elle était vraiment impériale. Donc là, c'est ce qui fait, c'est un tout un champion, hein. Ce n'est pas que la technique du ski, c'est le mental, c'est le matériel. Et quand tout vient ensemble, eh ben, comme la première journée, elle claque 1,5 seconde à tout Ça le fait monde. des différences. Alors, on l'a vu, Lara Gut était un petit peu en retrait, notamment sur ses deux premières épreuves. Elle souffrait de problèmes respiratoires. Elle s'est un petit peu rattrapée sur
sur la troisième épreuve, le Super G, en prenant la deuxième place, pas très très loin de Goggia. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de son week-end, sachant qu'elle a été diminuée? Moi, je trouvais qu'elle avait bien skié. Après, Lake Louise, c'est quand même pas Un profil. le type de descente qui est vraiment hyper technique. Il y a 2-3 courbes à bien négocier, mais c'est une piste relativement plate. Il n'y a pas de grand saut, il y a 1 ou 2-3 courbes. Donc, ça ne fait pas partie des grandes descentes techniques. Et là-dessus, on a souvent du mal à trouver un petit peu le juste milieu de ce qu'il faut faire et pas faire. Et Lara, je pense qu'elle n'est pas bien partie au départ, et puis elle a su corriger le tir tout doucement sur le matériel et aussi sur la technique, l'approche qu'elle avait sur ses qualités de neige. Quelques mots sur le coin bleu. En l'absence de Tessa Worley, qui avait finalement fait l'impasse sur le Super G de Loïc Louise, elle est rentrée en France pour mieux se préparer pour les escales techniques qu'elle va avoir, et notamment ces 2 géants à Courchevel, on y reviendra. Une belle prestation finalement de Roman Miradoli, qui était de retour de blessure d'un genou, c'est jamais facile, et qui va chercher un top 15, 13e sur la seconde descente. Ça fait plaisir à voir. Voilà, elle a quand même eu des mois difficiles pour revenir. Là, elle a montré des belles attitudes. Oui, tout à fait. Je pense qu'elle a de quoi elle est rassurée, je pense, après cette longue absence. Les entraînements, c'est toujours bien d'être vite aux entraînements, mais c'est toujours la course qui est quand même au fils de résultats. Du coup, moi, j'ai trouvé bien, Romane. Je pense qu'elle va monter tout doucement en puissance. Elle avait toutes les raisons de se rassurer. Et ce qui avait de bien pour elle, c'est qu'elle attaquait justement sur une piste qui n'était pas non plus trop technique. Et du coup, elle a pu travailler avec son matériel. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'elle avait été bien. Elle a été bien, contrairement à ses collègues qui étaient un petit peu plus en dedans. On dit souvent, quand on se fait un genou, quand on se blesse, c'est toujours, on arrive à revenir au niveau qu'on avait. Donc, c'est toujours mieux de se blesser quand on est en phase ascendante. C'était son cas quand elle s'est blessée. Donc, on peut voir que finalement, elle valide un peu ça. C'était le professeur Chamba qui en avait parlé en disant, voilà, quand on est un grand champion et qu'on se blesse, en général, on arrive à revenir. Quand c'est en début de carrière, ça peut être plus compliqué. Là, elle revient à un niveau, bon, elle est 13e, elle commençait à viser des top 10, donc ça veut dire qu'elle est en bon chemin. Oui, de toute façon, les deux. Goggia s'était pété le genou aussi l'année dernière, rappelle-toi. Ouais. Et donc, les deux reviennent. Il y en a une un petit peu mieux que l'autre. Oui. Mais je pense qu'il y a je crois qu'il y a de belles satisfactions pour Romane, et ce sera très bien. Après, je pense qu'elle va faire un petit peu aussi de géant, parce qu'elle a beaucoup travaillé durant l'automne et l'été sur sa gamme géant. Et moi, je le trouvais bien, assez douce, assez bien. Évidemment qu'on espère toujours un peu mieux, mais c'est de bon augure pour elle, et c'est bien psychologiquement. Donc, on verra si elle confirme à Saint-Moritz. On peut aussi signaler la 24e place de Laura Gaucher de Tignes dans la deuxième descente. Les premiers points dans cette descente de Camille Cherouti de Risoul, c'est toujours important. Voilà, c'est pas encore c'est encore discret, c'est timide, mais bon, il faut être patient, je crois, pour cette équipe de France de vitesse qui est en reconstruction et qui maintenant a une leader qui est sur ses 2 jambes, mais qui, on l'espère, va nous emmener vers des top 10. Oui, très très bien. Moi, si je peux me permettre, Laurent, sur l'analyse technique sur les 3 autres, sur ces pistes très très plates, elles ont été un petit peu dures. Elles essayent de travailler beaucoup plus leur phase de relâchement. Et c'est ce qui leur a porté préjudice, vraiment assez dur. Alors, l'engagement était là, mais souvent, c'est la difficulté d'un descendeur. C'est trouver le compromis entre les deux. Je l'ai trouvé beaucoup trop, on va dire, latéral, assez dur sur les appuis. Mais bon, parce que les neiges qu'ils avaient eues à Copper, elles sont différentes de celles qu'ils ont eues avec Louis. Donc là, comme tu dis, ça demande des années, ça demande des répétitions. Il faut trouver ses marques. Il n'y a pas de quoi s'affoler, on est juste sur les premières épreuves de vitesse. Avant de passer chez les hommes, un petit regard sur le combat de Rennes qui s'annonce pour le gros globe de cristal entre ces trois géantes, ces 3 reines. Chiffrine, on n'en a pas parlé, mais elle est toujours là. Elle est quand même allée chercher des points encore en Super G.
et elle est en tête du général avec 405 points. On a Vlova, 340 points, qui n'est pas très, très loin. Et puis Goggia, qui est avec 315 points. Ça va se jouer entre ces trois-là? Oui, oui. Après, la saison est encore longue, hein. Moi, j'attends de voir comment la Ragout va évoluer, justement en Super G, descente, mais aussi en géant. J'avais mis un petit billet sur Michel Guizine, parce que j'aime bien cette fille, qui a une grande polyvalence. Et puis, effectivement, les autres. Mais c'est la gestion aujourd'hui entre l'objectif des Jeux Olympiques et la difficulté du programme de la Coupe du Monde. Donc, on va regarder ça. Chiffrine a attaqué quand même un sacré programme. Oui, oui. Elle a une sacrée moyenne un petit peu dès qu'elle s'aligne. Là, les femmes vont filer à Saint-Moritz, hein, dans les Grisons, avant de revenir pour une belle enfilade en France avec de la vitesse aux critères de la première neige le week-end du 18-19, et avant d'aller juste à côté à Courchevel pour 2 géants, 21 et 22 décembre, puisque la station savoyarde devait en avoir qu'un, mais elle reprendra un géant de Killington, donc ça va faire un bon programme. Oui, très très bon. Pour revenir à Vlova, moi je trouve qu'elle a adopté une technique de sagesse, c'est-à-dire que garder l'énergie, pas brûler les cartouches dans les voyages, dans les déplacements, dans beaucoup d'épreuves. Donc elle a changé son fusil d'épaule, alors qu'avant elle jouait et la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques ou les Championnats du Monde. Là, on voit sérieusement qu'elle se réserve pour le géant, pour le slalom et pour éventuellement être performant pour les Jeux Olympiques. Pour des titres olympiques, voilà. On passe sur le versant américain, Colorado, Beaver Creek, la Bird of Prey, qui est toujours une sacrée piste au programme après Lake Louise, qui est un départ piano-piano. Très typé vitesse cette année, pas de géant, hein, mais qui donne déjà quelques enseignements pour le général, hein. On a vu que les cadors étaient là. On veut parler de Marco Odermatt, qui est toujours sur un début de saison, je vais dire, magnifique, brillant. Kill 2, qui lui aussi de retour de blessure, revient très très fort avec un récital en Super G en descente. Mathias Mayer, qui n'est pas loin non plus, hein. Et puis Alexis Pinturo, qui a été une nouvelle fois en Super G le meilleur français, hein, 2 fois 6e. Donc voilà, on voit se dessiner un petit peu cette lutte pour le gros globe, hein, avec chacun des armes un petit peu différentes. On n'est pas surpris par le niveau d'Odermatt, hein, on l'avait vu finir en boulet de canon, même si c'était un petit peu affaissé lors des finales. Ça reste pour nous désormais le favori numéro 1 pour le gros globe de cristal. Oui, oui, de loin, en tout cas, sur ce qu'il nous a montré depuis le début de saison. Impérial, vraiment grande classe. Géant, on l'a vu, géant, super géant, descente. Il gagne à Zolden, il gagne en Super G. Il est un petit peu en retrait en descente, mais c'est pas, voilà, c'est pas mal quand même, ça fait beaucoup, quoi. Il y a des gros points à chaque fois. Il remplit vraiment, il engrange les points et c'est ce qui est en train de faire la différence. Est-ce que la météo qui était plutôt douce dans le Colorado a eu une influence pour toi sur les résultats, dans la manière de skier de ces cadors que l'on retrouve au sommet? Oui, ceci étant, les cadors sont toujours là, encore une fois, mais les qualités de neige, encore une fois, hein, c'est l'hygrométrie, la chaleur qu'il y a eu, on a vu, hein, Colorado, d'habitude, il fait relativement froid. Et à Copper, peu de temps avant, il était très, très froid. Et là, du coup, ils se retrouvent avec une neige, en plus des neiges changeantes entre la partie haute et la partie basse. Et donc, c'est encore une fois particulier. On a des hivers assez particuliers. Et donc, ça change, évidemment. Ça change, on va dire, la façon de skier, ou en tout cas, le feeling que les athlètes peuvent avoir sur la piste. Et en même temps, tout ce qui concerne la recherche de Formule 1, le matériel, le choix des duretés de chaussures de ski, le choix des skis qui sont mieux en courbe, qui vont plus vite, qui vont moins vite. Et ça, c'est relativement compliqué pour tous ces athlètes. Ceci étant, ils ont fait un beau spectacle. Est-ce qu'on peut miser sur une baisse de régime à un moment d'Odermatt ou on va en avoir pour tout l'hiver?
Ça, c'est la grande question. En théorie, quand tu commences déjà à partir sur les chapeaux de roue comme ça, et que tu es en fait tributaire finalement, il est tributaire de ces, de ces résultats, ce qui est comme un avion de chasse, eh ben, il va se trouver face à la pression personnelle, la pression médiatique, parce que du coup, ça devient un réel client. Et encore une fois, la subtilité d'Odermatt, comme l'a fait et comme est en train de faire d'ailleurs Pinturo, c'est de gérer ses phases de repos, d'éviter de brûler des cartouches trop vite, de vouloir trop en rajouter. Ceci étant, quand tu gagnes, la particularité, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de recommencer trop fort le lendemain, de laisser un petit peu pédale douce, dans la mesure où tu es bien. Mais on va voir comment il va gérer. La saison est encore très très longue, et puis de cumuler comme ça les épreuves, on y laisse quand même des plumes avec les voyages. Donc on va voir Un peu d'énergie. comment l'armada suisse et la structure suisse va pouvoir gérer ça, parce qu'il n'est pas tout seul. Oui, bien sûr. Et puis il est en Suisse, où on attend quand même depuis longtemps, je vais dire, un cadre. Ils l'ont, donc oui, c'est des pays où la pression médiatique peut être forte. Alexis Pinturo, que l'on a trouvé un petit peu en retrait, lui-même d'ailleurs s'était dit un peu spectateur sur son géant d'ouverture à Zolden. En revanche, là, a été bien présent. Il était d'ailleurs très satisfait de ses prestations en vitesse, même avec Louise, où il avait lopé peu en descente les points, et là où il s'est montré, j'allais dire, très à son aise, notamment sur la partie supérieure de la Bird of Prey. C'est juste en bas où à chaque fois il a perdu toute l'avance qu'il avait et qui aurait pu mériter un podium. Ça fait plaisir de le voir s'enthousiasmer comme ça en vitesse. Oui, d'autant plus que d'habitude, il est toujours un peu déçu de ne pas être sur le podium. C'est un gagneur, c'est un combattant. Et là, je pense qu'il a pris un petit peu de sagesse avec entre guillemets, avec les années d'expérience, et de se dire qu'il faut se contenter de ce qu'il a pu faire le mieux possible, avec certainement des erreurs qui font partie de l'évolution, et de pouvoir s'améliorer malgré le palmarès qu'il a. Donc, moi, j'ai trouvé serein, Pintu, très serein, malgré, il aurait pu évidemment faire mieux. Il n'est pas passé loin. Quelques petites erreurs. À chaque fois, c'est parti un petit peu aussi de glisse en bas, où on sait qu'il est un petit peu moins à l'aise, notamment qu'un Odermatt qui excelle dans cet exercice. Après, on a aussi beaucoup dit que Pinturo ne faisait que 79 kilos, qu'il lui manquait des kilos. Odermatt, je crois, fait 80 ou 79 kilos, donc ce n'est pas qu'une question de kilos. Non, non. Alors là, je pense qu'il faut, si tu permets, Laurent, il faut arrêter tous ces grandes théories qui chaque année reviennent, la taille des athlètes, le poids en descente, plus tu es lourd, plus tu vas vite. Il y a quand même beaucoup plus lourd que ces deux gars, et pourtant ils sont devant. Donc non, les deux. Après, effectivement, Pintu, tu l'as dit, sur la partie basse, il a peut-être, moi je dirais que le fait qu'il y ait eu ces variantes de neige, peut-être qu'il a moins bien appréhendé, ou en tout cas il a moins bien skié sur ces variantes de neige, des qualités de neige entre le haut et le bas, qui l'a amené à faire ces petites erreurs, contrairement justement au Odermatt. Alors ça, c'est toujours facile à dire, mais ça peut être un constat que je peux être amené à te proposer. Voilà, donc Pintu, et les deux, effectivement, ils font le même poids, même gabarit, et Odermatt, il a été impérial. Encore un petit mot sur Pinturo. J'en profite pour faire un petit peu de promo pour le nouveau ski chrono qui vient de sortir avec Perrine Lafont et la Coupe du Monde de boss avec le d'Huez à la une. On a un petit sujet Pinturo-Fèvre, un face-à-face sur Bellewaerde, justement, qui permet de voir un petit peu les forces en présence, qu'on peut recommander. On a pris comme arbitre Potier de Tessière, qui analyse les qualités des deux hommes en technique, sur le mental, sur le physique. C'est d'un numéro aussi, on va retrouver, vous voyez, c'est le face-à-face des géants. Un numéro aussi, on va retrouver une longue interview de Mathieu Bellé. Ça nous permet de faire la transition avec Mathieu Bellé, qui a été aussi pas mal en Super G, qui nous a fait de grosses frayeurs, notamment sur le premier Super G où Dossarin, il a chuté. En descente, il fait aussi une belle figure de freestyle, mais il arrive à chaque fois à revenir. C'est pour toi actuellement le descendeur numéro 1 de l'équipe de France? Oui, je pense que du fait que les autres soient blessés, salut à Adri Théo, Oui. salut à Brice Roger aussi. Brice Roger, oui.
Et bon, après, Yo Claré, il est capable de le faire. Mais pour l'instant, ouais, schématiquement, tu as fait une bonne analyse. C'est celui qui se positionne quasiment comme le leader des descendeurs, qui a de la Le vitesse. leader de ce Alors, groupe il est. vitesse qui est Oui, vas-y. je voulais dire un groupe vitesse qui a été un petit peu une nouvelle fois, j'allais dire, chahuté par la grosse blessure d'Adrien Théo à Copper Mountain. On n'est pas passé loin non plus de la catastrophe. J'imagine que ça doit quand même jouer sur le moral, sur le mental, notamment d'un Yo Claré, et que là, du coup, on leur doit une session de rattrapage au gros de la vitesse, là, en décembre à Valgardena, puis dans les classiques. Oui, tout à fait. Mais Mathieu Bellé, lui, c'est un fou furieux aussi. Hein. Donc, il Ouais. faut qu'il apprenne aussi à gérer un petit peu cet excès d'engagement. Et c'est toujours, effectivement, c'est pas le plus facile. En plus, il a parmi ses coachs un fou furieux qui s'appelle Christophe Sayoni, qui est quand même pas mal là-dessus, Ouais. qui fait des bonnes remontadas. Et donc, oui, après, les autres, on va attendre tranquillement les prochaines épreuves de vitesse pour voir comment ils vont tous se repositionner avec tous les jeunes qui sont aussi derrière. Blaise, Nicolas Raffort. Même Nils Allègre, on peut saluer la 11e place de Nils Allègre en Super G, qui est encourageante. Voilà. Donc, bon, après, Mathieu Bellé a du tempérament, on va dire. Hein. C'est un gars du Sud. Hein. Et j'allais dire, ça se voit quand il skie, mais ça fait du bien d'avoir des coureurs comme ça qui sont tout feu, tout flamme. Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Ça fait du bien. On va achever ce premier ski chrono débrief. Marc, on se retrouvera lundi 13 décembre après le week-end, notamment du critérium de la première neige avec le géant sur la face et le slalom, où on verra aussi l'entrée en liste de Clément Noël. Je crois que il faut juste signaler que pour le critérium, il y a une petite procédure désormais. Il y a une billetterie en ligne. Il faut payer un petit billet 10 €. C'est bien de le signaler pour ne pas se retrouver en carafe. On peut le faire en ligne, mais on pourra le faire aussi sur place. Et puis, je crois que tu as pas mal de boulot cette semaine, Marc, parce que tu vas aller à l'Alpe d'Huez participer justement à l'élaboration du mur de boss qui accueillera la Coupe du Monde. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, je te remercie, Laurent. Oui, effectivement, il y a la FIS et puis Fabien Bertrand, qui est Grobet, qui m'a demandé d'être. Lui sera chef de course, il sera directeur de course et il m'a demandé d'être le chef de piste avec lui à ses côtés pour un aspect un peu peut-être plus spécifique sur la sécurité et tout ce qu'on peut mettre en place. Donc, on attaque à demain, je crois que c'est demain après-midi, on commence déjà à aller là-haut pour tracer la piste et commencer à formater les tremplins, les bosses et de trouver la piste qui va correspondre à nos Français. D'accord. Moi, je crois que c'est un boulot dingue, hein, parce qu'à la fin, tout se fait à la main, hein, pour que les bosses qu'elles se ressemblent toutes. Donc, bon, on souhaite bon courage et puis on souhaite une bonne semaine à tous nos internautes, une semaine où il y aura encore de la neige, on ne va pas s'en plaindre. Et on se donne rendez-vous donc lundi 13 décembre pour le deuxième numéro de Ski Chrono Débrief. À bientôt. À bientôt, merci Laurent. Salut à tous.